Alors en 2025, la technique SEO qui nous a apporté le plus, que ce soit en visibilité, en argent, en tout ce que vous voulez, c'est... Et ce qui rapporte beaucoup, c'est focus sur des mots-clés business qui sont peu concurrentiels. Dans ma thématique du SEO, ça peut être consultant SEO plus un CMS pas super connu, mais qui au final va vous apporter dans l'année peut-être 5 leads super qualifiés qui vont payer très cher pour un accompagnement spécialisé. Toujours très bien d'avoir un levier principal et 2 leviers secondaires. Et notamment des leviers comme YouTube ou encore avoir une base mail qui est sous-cotée. Moi, je pourrais uniquement vivre avec ma base mail pour les 10 prochaines années. Faire un bon site, c'est bien, optimiser, c'est bien, mais déjà, tout peut s'écrouler du jour au lendemain avec une grosse mise à jour qui fait pas plaisir. Et puis si personne nous cherche, que notre marque n'existe pas, bon bah on ira pas loin sur le long terme en fait. Le SEO ça suffit pas, faut vraiment penser visibilité globale, branding, notoriété. Aller travailler son personal branding, c'est plus juste une option, mais c'est clairement une nécessité. Et personal branding, ça veut pas forcément dire en tant que personne, mais plutôt en tant qu'entité. Une prédiction un peu plus forte. Je pense que l'édition de site aura perdu des parts de marché d'ici 2 ans ou d'ici 3 ans. Et je pense que la vente de liens aura perdu potentiellement 20-30% de marché d'ici 4 ans. Pour créer de la vidéo sur YouTube, finalement, il y a juste la création de la vidéo. L'hébergement, en tout cas pour le moment, est gratuit. Il n'y a pas de nom de domaine à payer, il n'y a pas d'hébergement à payer. Et finalement, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde que de créer un site internet, créer une vidéo. Donc je pense que on va avoir, aujourd'hui on a des réseaux de sites. Je pense que plus tard on aura des réseaux de sites de chaînes YouTube ou de comptes TikTok pour développer la visibilité de nos clients. YouTube, c'est du SEO. Voilà. Donc des fois, moi, quand je peux pas ranker, en tout cas pas ranker assez vite sur Google, je vais faire une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ça va être le nom de mon mot-clé. Je vais faire 4-5 vidéos auto-générées, Eleven Labs, etc. Et je vais mettre mes mots-clés à chaque fois aussi dans les titres des vidéos. Et là, naturellement, je pourrais être la chaîne référente sur le mot-clé donné. Les IA en général vont prendre de plus en plus de place et forcément les positions 2, 3, 4, 5 de Google ne serviront plus à rien. La première position pourra encore voir du trafic, encore que sur certaines requêtes, l'IA aura 95% du trafic. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du SEO Talk. Au programme, des retours d'expérience, des astuces SEO et business et les points de vue de nombreux experts. Avant de commencer cette vidéo, tu peux liker, commenter, également t'abonner et aussi, tu peux accéder à toutes les vidéos de cette nouvelle saison en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Ok? Donc c'est parti, let's go! Quelle est la technique SEO qui t'a apporté le plus en 2025? Qui m'a rapporté le plus en visibilité, en argent, EMD et spam, clairement. La technique SEO qui m'a rapporté le plus en 2025, ce qui fonctionne pour moi, je le dis publiquement et je le donne plus en détail, on va dire, dans mes formations, c'est la partie nom de domaine expiré, plus contenu IA, plus achat de trafic et signaux sociaux. Voilà, la méthode fonctionne clairement. Des fois, tu vas la lancer sur certains mots-clés, ça va pas fonctionner. Des fois, sur d'autres mots-clés, ça va très bien fonctionner. J'ai pris des P1, donc premier en gros sur certains mots-clés, des fois t'es deuxième, des fois t'es dixième, voilà. Et plus tu vas lancer d'expi, plus tu vas comprendre quels sont les expi qui fonctionnent, plus tu vas comprendre que le contenu IA c'est pas mal, mais dès que t'as un contenu IA qui fonctionne, généralement après tu le remplaces par un contenu humain, enfin dès que ça rank, tu le remplaces par un contenu humain pour pérenniser, pour sécuriser les positions, et quand t'es entre la 3e et 10e position, t'achètes du trafic et tu vas monter jusqu'à être deuxième, premier, voilà. C'est la méthode qui fonctionne. Moi, comme je dis souvent, tu prends un mot-clé, voilà, qui fonctionne, où tu sais que c'est rentable, en termes de compétitivité, il n'y a pas trop de monde, tu sais que potentiellement ça va fonctionner pendant des mois, voire des années, voilà. Tu vas pas sur n'importe quoi, t'analyses bien, et une des dernières décisions qu'il faut prendre, c'est, ok, j'analyse, si je ne vois pas de MD, je ne vois pas de, par exemple, formation-seo.com, je ne vois pas de MD, n'allez pas sur ce genre de niche, c'est pourri, il y a déjà plein d'acteurs, donc c'est pas intéressant, c'est pour l'exemple. Je ne vois pas formation-seo.com, formation-seo.fr, je ne vois pas de MD. Là, je lance un EMD. Généralement, il y a toujours des EMD. Donc, parce que c'est ce qui rank le mieux et surtout à long terme. Voilà, c'est le site totalement optimisé sur le mot-clé. Donc, logiquement, ça fonctionne. Les gens vous disent non, mais ça fonctionne. Et en plus, ça permet aussi d'être premier sur Bing. Quand il y a des EMD, au moins un, je vais plutôt aller chercher soit des sites thématiques en lançant, de créer des sites thématiques d'une page ou de plusieurs pages en lançant des noms de domaine expirés. Ça peut être des noms de domaine expirés de la thématique sur certaines niches, mais il y a des niches comme le dating, les jeux d'argent, etc., où tu n'as pas besoin d'avoir des noms de domaine expirés thématiques. Au contraire, il faut prendre les noms de domaine expirés les moins thématiques possibles, les plus propres, avec des vrais backlinks type associatif, type startup, type n'importe, mais voilà, il faut. Donc, en fonction des niches, on adapte la sélection des noms de domaine expirés, ça c'est très important. Et s'il y a déjà des sites qui rankent des EMD, des noms de domaine expirés, et là, on va aller taper la partie parasite. Je vais aller chercher des sites qui rankent super bien sur des mots-clés connexes. Donc, par exemple, des sites qui rankent super bien sur formation Google Ads. Je vois que je peux acheter un lien dessus à 100 €. Je vais envoyer un contenu à 100 €. Et je vais mettre, par exemple, un contenu, non pas sur formation Google Ads, mais formation SEO. Et s'il rank 3e sur formation Google Ads, peut-être que sur formation SEO, il va ranker 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e. Donc, je peux aller dans le top 3, voire top 5, en moins de 24 heures, en envoyant un article sponsorisé, alors qu'avec un vrai site,
peut-être que même en 1 an, je ne serai pas 5e sur le mot-clé. Vous voyez la différence d'aller tester le marché, de ranker, de faire de la visibilité, quoi qu'il en coûte. Parce que les gens, généralement, sont trop sur le modèle traditionnel. Je veux faire un site, je veux que ce soit mon site qui me positionne, je veux faire du branding, du long terme, du white hat. Ça, c'est bien. C'est bien quand tu as déjà un business qui fait plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Tu investis sur ta marque, évidemment. Mais quand tu fais zéro, il faut trouver des raccourcis. Et les raccourcis, c'est trouver des mots-clés moins concurrentiels, lancer des parasites sur des gros mots-clés, récupérer des noms de domaine expirés, lancer des sites avec 4-5 pages hyper thématisées sur toute la longue traîne de mon mot-clé. Voilà, ça, c'est des raccourcis qui permettent d'avoir des résultats en moins d'1 mois, au lieu de payer une agence SEO, des consultants, d'avoir de l'espoir et de n'avoir aucun résultat, même dans 1 an, parce que les mots-clés sont mal choisis, parce que c'est trop ambitieux. Et en termes de technique, le vrai hack que tout le monde sait mais que personne ne fait, c'est faire un site et c'est bosser dessus pendant les 2 à 3 prochaines années. Je connais personne qui a un site internet sur une thématique, même une thématique pas rentable, mais qui a bossé dessus pendant 1, 2, 3 ans et qui ne fait pas au moins 10 000 euros par mois. C'est impossible de bosser tous les jours sur le même site, de le construire, de construire son écosystème, de tisser des partenariats, de faire une chaîne YouTube, d'avoir un site qui a peut-être ou un publie 500 pages par an, de maîtriser son écosystème, ses partenaires de monétisation, de faire du display, de faire de l'affiliation, etc. C'est impossible de générer quelques milliers. Enfin, c'est impossible de se planter en fait, parce qu'on bosse tous les jours sur le même site. Vous voyez, au début de ChatGPT, on savait, moi je disais à tout le monde, tu cherches un vrai projet que tu vas revendre dans 2-3 ans, crée un média. Créer un média sur l'intelligence artificielle. C'est le boom de la décennie, si ce n'est le boom du siècle. Va faire un site où tous les jours tu publies des news, tous les jours tu fais de l'affiliation sur des outils d'IA, tous les jours tu fais de l'affiliation sur des formateurs d'intelligence artificielle. T'as même des outils, des acteurs IA qui vont te payer pour que tu fasses leur pub sur ton site ou sur ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est des business de valeur sûre. Tous ceux qui se sont positionnés comme ça avec une formation IA, avec un média IA ou autre, ils font déjà 5 chiffres par mois, sans problème. Et ils le font tous les mois. Ils le font pas qu'un seul mois. Donc voilà, il faut se positionner en début de cycle et bosser tous les jours sur ce qui fonctionne. On le sait que ça marche. Et le problème, c'est que tout le monde change de business tous les mois. Et c'est pour ça que les gens arrivent à rien, parce qu'en 1 mois, tu fais rien. En 1 mois, tu maîtrises rien. Je pense que cette année, c'est le fait d'éditer des fiches Google My Business qui n'avaient pas de site internet, en ajoutant le lien de mon site sur la page interne qui présente l'entreprise de façon détaillée. Voilà, ce qui permet en fait que voilà, si la fiche est vue, qu'il y a pas mal de nombre d'avis, de récupérer une part de trafic qui arrive sur mon site internet, et le trafic fait que le site de façon globale, après ça se dilapide, comme Google Track Tout maintenant avec Chrome et Android sur l'ensemble des résultats des autres pages du site. Donc je pense que en cette année en tout cas, je pense que c'est le petit tips qui m'a rapporté le plus d'effets SEO cette année. Voilà, on est qu'en juillet, donc à voir d'ici la fin de l'année. Mais je pense que c'est marrant. Cet épisode du SEO Talk est sponsorisé par la plateforme de backlink Linkavista. Retrouvez plus de 25 000 sites disponibles, dont une grande partie à des prix imbattables. Vous pouvez également trouver des backlinks dès 7 €, accessibles en seulement 3 clics et entièrement délégués à notre équipe. Pour aller encore plus loin dans vos stratégies SEO, Linkavista propose désormais des nouveautés comme les données Google Search Console afin d'acheter vos liens avec encore plus de fiabilité. Le lien de la plateforme Linkavista est en description si vous souhaitez tester la plateforme. Profitez de 10% de bonus offerts sur votre prochain dépôt, mais seulement pour quelques jours. Allez, on peut reprendre la vidéo. Je fais du programmatique SEO avec un client. On faisait fait même pas 100 clics par jour. On est passé à quasiment passer 10 000. Donc on a fait un petit x100, tu vois, un truc comme ça. Bon, c'est très saisonnier, c'est sur de la brocante, etc. On a fait un beau use case que vous pouvez aller voir sur le site Astrac. Si vous cherchez Astrac My Brocante, vous allez trouver. Et donc ça, je dirais que c'est le plus beau succès qu'on a eu en termes de visibilité, d'augmentation de la visibilité, etc. quoi. En termes de la courbe, elle est comme as. Ça fait plaisir. Donc programmatique SEO sur de la data qui a été récupérée, une structure qui a été bien mise en place avec des liens internes qui sont nickel, etc. Donc c'est la technique. En fait, les trucs c'est tout de ouf, hein, ça va trigger beaucoup de gens, mais les trucs qui ont le plus été le plus efficace en termes de ROI, c'est des patchs SEO techniques. Donc là, en l'occurrence, programmatique SEO avec un brief technique qui était bien rodé. Il y a pas longtemps, par exemple, on a débloqué du JS qui était bloquant sur un site client, et là, on va faire 15-20% d'augmentation sur plusieurs mois d'affilée. Ça va être très solide et ça fait plaisir.
Donc c'est souvent des trucs techniques, les solutions qui me font débloquer le plus de visibilité sur mes clients, mais c'est parce que c'est des clients et qu'ils ont des sites techniquement qui sont compliqués, etc., etc. Moi, comme je fais plus d'édition, j'ai plus vraiment de projets perso à moi sur du WordPress, et sinon c'est publier du contenu, quoi. C'est appuyer sur publish et publier du contenu sur des mots clés. Enfin, c'est basique, hein. J'ai pas une technique de malade qui m'a fait beaucoup rapporter d'argent. C'est avoir des sites qui sont crawlables par Google. C'est tout simplement ça ce qui fait rapporter le plus de visibilité à mes clients cette année, quoi. Donc voilà, SEO technique, honnêtement, c'est encore, à mon avis, c'est la chose d'ailleurs qui a le plus d'avenir alors qu'il est. Et le SEO, ça va finir par être du SEO technique uniquement, plus que du SEO avec du contenu, etc. Parce qu'en fait, Google, il commence à s'en battre un peu les steaks du contenu. Et du netlinking, c'est la technique qui va rester. Donc si vous voulez faire du SEO, ça va être essentiellement de la technique. Et la technique, c'est important que pour les gros sites. Donc voilà, le SEO va être intégré au sein de l'équipe marketing. Il y aura plus moyen d'être indépendant à faire de l'édition de site. Ça va être surtout des petits... on sera des petits larbins des gros sites marketing. Ça sera comme ça. On sera mi-équipe technique, mi-équipe marketing. On fera de la visibilité. Ça sera, voilà. C'est la fin d'une ère, mais c'est pas grave. C'est des changements que j'accueille avec plaisir. Moi, honnêtement, ça me fait plaisir parce que ça fait des clients qui ont des problématiques intéressantes aussi. Alors en 2025, ce qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est l'EMD. Franchement, ça marche super bien. Moi, je faisais service plus secteur d'activité ou plus ville, et j'ai des super bonnes surprises, notamment avec très peu d'investissement, dans le sens uniquement le nom de domaine, zéro lien, juste un peu de contenu via IA, mais en soi pour moins de 20 euros, t'as des sites qui rankent premiers juste en étant un peu malin, un peu smart, en faisant un peu d'analyse et comprenant les mots-clés où ça peut être facile de se positionner, ou même des fois des mots-clés où tu dis ça peut être concurrentiel, et t'as des très très bonnes surprises de par le MD. Des fois ça peut être assez intéressant. Aussi tout ce qui va être création d'annuaires, par exemple que ce soit pour de l'affiliation, de la lead génération, c'est super intéressant, c'est assez facile à monter. Une fois qu'on a un peu la logique de scraper, de mettre en ligne les infos, ça se fait super bien, et surtout c'est tenable dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir du trafic direct qui vient pour telle ou telle problématique, ou pour avoir des infos sur une société ou un produit, et du coup c'est assez facile à maintenir. Et dernière chose aussi, c'est que Google My Business, c'est sous-coté, mais c'est tellement pratique pour générer des prospects, générer du lead, de la vente, même de l'affiliation. Quand les personnes tapent une requête plus un besoin et qu'on est bien positionné, ça peut être assez rentable, voire très rentable à long terme si la GMB tient dans le temps. Alors en 2025, la technique SEO qui nous a apporté le plus, que ce soit en visibilité, en argent, en tout ce que vous voulez, c'est le trafic direct. C'est pas une technique en tant que telle, mais il y a des techniques qui tournent autour du trafic direct. Je ne m'étendrai pas sur le sujet ici. Il y en a certaines qui sont pas encore de notoriété publique. Mais globalement, le trafic direct, c'est vraiment en 2025 le top du top. C'est incontournable. Au-delà des backlinks, au-delà du contenu, au-delà du domaine, au-delà de tout ce que vous voulez, c'est vraiment le trafic direct. Ça sert pour tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour du SEO. C'est le trafic direct. Bah, en fait, c'est la stratégie que j'ai toujours suivie, enfin, depuis plusieurs années, c'est vraiment de focus des mots-clés business. En plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les mots-clés informationnels, c'est pas trop la joie, on va dire. Déjà, il y a des gens qui les tapent plus sur Google, qui les tapent dans ChatGPT. Ensuite, Google lui-même va déployer AI Overview, là, son ChatGPT, entre guillemets, en haut des pages de résultats de recherche. Ça devrait arriver sous peu et être déployé largement en France. Donc vraiment les mots-clés informationnels pour moi c'est pas la joie. Donc clairement un focus sur des mots-clés business, et ce qui rapporte beaucoup, c'est focus sur des mots-clés business qui sont peu concurrentiels, et il y en a. Par exemple, je sais pas, dans mathématiques du SEO, ça peut être consultant SEO plus un CMS pas super connu, mais qui au final va vous apporter dans l'année peut-être 5 leads super qualifiés et qui vont payer très cher pour un accompagnement spécialisé, ce genre de trucs. Donc ça, c'est des exemples qui marchent très bien. Donc ouais, je dirais focus mots-clés business, et puis après, bah, faut qu'il y ait tout qui soit bien derrière, une page qui répond à l'intention de recherche, un bon title bien optimisé pour augmenter le CTR SEO dans le temps. Ça, c'est vraiment clé pour moi. Je dirais que les trucs qui marchent le mieux actuellement, c'est couverture thématique. Donc on en parlait un petit peu avant, mais c'est d'être capable de couvrir totalement son sujet, pas trop autour, en ayant les bonnes pages sur ce que les algorithmes, que ce soit chez Google, Bing, les LLM et tutti quanti, ont décidé comme étant l'environnement par rapport à la thématique sur laquelle on a été identifié comme un expert. Et donc ça, un expert parlerait de son sujet de façon prolixe, et donc cette couverture thématique, ça a quand même un super bon résultat. Et deuxième point, ça va être l'intention de recherche, et non pas juste de se dire
Alors là, ça c'est un mot-clé, intention informationnelle, commerciale, mais vraiment mot-clé par mot-clé, quels sont les objectifs des utilisateurs qui font cette recherche? Quelles sont les questions qu'ils vont se poser? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Qu'est-ce que Google a décidé qu'ils voulaient positionner? Et ça, c'est un travail qui demande soit vraiment d'aller en détail dans les résultats qui sont positionnés pour comprendre ce qui marche, soit avec des outils comme Semantics, on peut le faire plus facilement, mais c'est extrêmement important et différenciant à la fois. On l'a vu avec la vague de désindexation qu'on a eu récemment, pas avoir de contenu de qualité qui répond à l'intention, ça peut juste désindexer les pages. Donc ça permet de mieux se positionner, d'avoir des résultats plus durables et de pouvoir justement être mieux indexé plus rapidement et rester indexé aussi, qui est quand même un sujet. Donc ça, c'est, je pense, les deux plus gros enjeux qui m'ont apporté et qui ont été intéressants cette année pour l'instant. Pour moi, en 2025, pour être premier sur Google, il faut déjà commencer par considérer un peu autrement le SEO. Le SEO tel qu'il se révèle aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir une vision très globale, une vision 360. Comprendre qu'il faut beaucoup plus qu'un blog sur lequel on a des contenus, derrière lequel on a des liens qui poussent. Qu'il faut avoir une présence globale sur Internet. Donc, j'entends par là être présent sur les réseaux sociaux. Donc, avoir des comptes sur les réseaux sociaux pour son blog. Utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider, mais quand même, le fait est qu'il faut quand même l'avoir. Avoir une certaine présence au niveau des vidéos, donc que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, en fonction de la pertinence et de la niche choisie, de la niche du site concerné, être quand même relativement présent et pouvoir tenir compte des changements qui vont entrer en jeu au niveau de l'overview, donc de tout ce qui va être GE ou autre, pouvoir tenir compte de, je pense que progressivement on va commencer à parler de citations au lieu de liens, du coup vente de citations ou vente de liens, achat de citations, tout ce qui va avec. Donc, je pense que le plus important en 2025, ce sera en fait d'identifier les segments sur lesquels il y a eu d'évolution. Je ne pense pas que le SEO ait pour autant changé. Je pense juste qu'il y a eu une évolution naturelle et que puisqu'il y a évolution, il faudra penser à s'adapter. En interne, chez nous, ce qui marche le plus, ça va être basiquement notre spécialité, ça va être les PBN. C'est parce que chez nous, c'est les PBN la première spécialité. Et l'autre chose, ça va être les vidéos, comme c'est déjà un peu le cas depuis l'année dernière, relativement. Avoir un site, avoir une présence aussi sur YouTube, mais sur TikTok, et derrière, avoir une vision globale de tout ce qui va avec, parce que même pour être premier sur GPT, un blog, ça ne suffira pas. Il faudra une présence globale de tout. Et maintenant, je pense que c'est à chacun de tester tous ces éléments-là pour identifier les aspects les plus spécifiques qui maîtrisent le mieux. Donc, c'est sur quoi il pourra miser. Et donc, pour comprendre mieux concrètement comment est-ce que le SEO marche le plus, mais je pense que le SEO est très loin de mourir. On parle de spirit SEO, du coup, il est très loin de mourir. Les gens auront toujours besoin de faire des recherches, les gens auront toujours besoin d'être premier, donc que ce soit sur ChatGPT ou que ce soit sur Google, en vrai, je pense que notre métier n'est pas forcément de référencer des sites pour être premier sur Google, mais notre métier c'est du référencement. Le référencement c'est global, donc ça va être un peu de tout, et je pense que c'est ce qui change majoritairement en 2025, et c'est ce dont il faut tenir compte. Ça serait sexy de te révéler la dernière technique Black Hat qui permet de faire des millions avec l'IA en moins d'1 minute, mais la réalité c'est que la meilleure technique qui marche en SEO, c'est publier du contenu de qualité en quantité autour d'une même thématique. Et oui, ça peut sembler basique, mais en vrai, créer un modèle de page sexy avec une UX qui cartonne et puis publier 40, 50 articles ou même pages autour d'une même thématique bien maillée entre elles, avec des infographies, avec des vidéos, enfin bref. Parce que oui, le contenu, c'est pas juste le texte, c'est vraiment toute la page en elle-même et l'expérience qu'elle offre. Faire ça qualité, mais en quantité aussi, c'est ce qui marche le mieux. Ça marche franchement 100% des fois. Et puis, une fois que tu as le trafic, via tes articles, via tes landing pages, il suffit juste de placer la bonne offre avec des bons call to action bien mis en avant pour que l'argent, que-ching, il tombe seul tous les mois de façon récurrente en organique. C'est beau le SEO. C'est simple et ça marche. Pas besoin de toujours chercher le dernier hack. Ce qui m'a rapporté le plus en 2025, c'est pas un outil, une technique miracle ou autre, c'est le fait que les gens tapent mon nom à moi dans Google ou sur les réseaux sociaux. En fait, c'est pas une stratégie SEO classique ou autre, c'est vraiment une stratégie de marque. Quand en fait le nom il devient un mot-clé, en fait, je pense qu'on a tout gagné. Parce que Google comprend qu'on est recherché, donc on est pertinent pour la cible, et ça a clairement un impact énorme sur le SEO, le SIA, la notoriété.
Et puis vraiment en termes de conversion, une personne qui cherche personnellement le nom, en fait c'est une personne qui est déjà convaincue. Il y a quasi pas de travail derrière de réassurance à faire. Il y a vraiment, que ce soit sur Google ou réseaux sociaux, c'est la notoriété de marque qui prime et qui permet la conversion beaucoup plus facilement, quoi. Plutôt que cibler des mots-clés génériques qui convertissent pas forcément, en fait de construire une notoriété, je pense vraiment que c'est quelque chose de rentable et vachement efficace. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a rapporté le plus maintenant. Et derrière, j'ai pu même faire des contenus annexes, de la sponsorisation. En fait, ça permet d'ouvrir vraiment le champ sur beaucoup de choses. Donc vraiment, en termes de conversion, c'est quelque chose de très fort. Quelle est ta stratégie pour diversifier ton acquisition et ne plus dépendre de Google? Alors pour moi, pour me diversifier, je te conseille toujours d'avoir par exemple un canal principal où tu mets 80% de ton temps, donc le SEO typiquement, et 2 canaux secondaires. Moi, c'est le cas pour mon branding. Pour mon branding, il y a une chaîne YouTube, un compte Twitter, un compte LinkedIn, une base mail, etc. Demain, je perds ma base mail, ça me fait chier, mais j'ai ma chaîne YouTube. Demain, je perds ma chaîne YouTube, ça me fait chier, mais c'est pas grave. J'ai 10 000, 15 000, 20 000 mails, je sais même pas combien on en a, mais je sais que quand on envoie un mail, on gagne de l'argent. À chaque fois, on gagne de l'argent. Voilà. Quel que soit, on fait la promotion de nos produits de copains, de produits de gens qui nous payent, on gagne de l'argent. Voilà. Parce qu'on a des leviers secondaires. Et un site internet, par exemple sur l'IA, thématique IA, médias, etc., il a le site principal. Et à côté, tu fais, 20 articles par semaine. Tu vois l'article qui fonctionne le mieux. Et l'article, donc le sujet qui fonctionne le mieux, typiquement la sortie de VO3, toutes les vidéos short, Yeti, etc. Tout le monde veut savoir comment faire. Tout le monde veut savoir comment l'utiliser. Et ben là, tu vas sortir une vidéo dessus. Comment utiliser VO3 pour créer des shorts automatiquement. Comment utiliser VO3, Voilà. Le meilleur sujet, tu peux le dupliquer sur YouTube et tu peux aussi créer une base mail, par exemple, et faire une newsletter toutes les semaines. Voilà. Toujours très bien d'avoir un levier principal et 2 leviers secondaires. Et notamment des leviers comme YouTube ou encore avoir une base mail qui est sous-cotée. Moi, je pourrais uniquement vivre avec ma base mail pour les 10 prochaines années. Collecter des mails, créer de la valeur par email et vendre des produits, c'est vraiment le business le plus simple et le plus efficace. Alors que les gens continuent des fois à aller sur des business obsolètes, ils veulent pas se remettre à jour, ils veulent pas être flexibles, ils veulent pas s'adapter. Et des fois, en fait, ils ratent l'opportunité. Ok? Donc, un business principal, autre exemple, ça peut être avoir un groupe Telegram qu'on va alimenter tous les jours. À côté de ça, j'ai un site internet qui va me permettre de collecter chaque jour des nouvelles personnes dans mon groupe Telegram. Et à côté de ça, j'ai aussi une chaîne YouTube. Donc, par exemple, si Telegram, c'est du pari sportif, je fais un site de paris sportif où je fais 5 contenus par semaine sur les top sujets du moment que les gens de ma communauté me mentionnent ou ils me posent des questions ou autres sur les paris sportifs. Et la chaîne YouTube, pareil. On va faire des vidéos uniquement sur les sujets qui cartonnent. On va pas se faire chier à faire des vidéos pour faire 200 vues sur du pari sportif. On pourrait faire beaucoup plus en parlant de Cédric Doumbé ou de la majorité des combattants de MMA, du PFL ou bien d'autres. Ok, à retenir, un levier principal, 2 leviers secondaires, c'est très bien. La grosse erreur pour moi, c'est vraiment de miser tout sur Google en fait. Faire un bon site, c'est bien, optimiser, c'est bien, mais déjà, tout peut s'écrouler du jour au lendemain avec une grosse mise à jour qui fait pas plaisir. Et puis, si personne nous cherche, que notre marque n'existe pas, on ira pas loin sur le long terme en fait. Le SEO, ça suffit pas, faut vraiment penser visibilité globale, branding, notoriété. Et puis, la grosse erreur en fait, c'est qu'il y a aucune data en fait, personne n'utilise de KPI ou de data pour vraiment voir les performances. Voilà, il n'y a pas forcément déjà d'outils de statistiques, hein. Même le consentement n'est pas activé, il n'y a pas de pixels. En fait, je trouve que c'est dur de piloter et de prendre des décisions sans data en fait pour optimiser la performance. Je trouve que c'est vraiment indispensable, ça évite de naviguer à l'aveugle et on peut prendre les bonnes décisions et aller à la performance directe, à l'efficacité et sans perdre trop de temps en fait. Il y en a plein. Moi, ce que je fais personnellement, c'est branding en fait, la partie on publie beaucoup content marketing comme on dit en 2017, un truc comme ça devait être à la mode à cette époque-là. On publie sur LinkedIn, on publie sur YouTube essentiellement, on fait un petit peu de mail une fois de temps en temps, c'est rare quand même, mais une fois de temps en temps. Et c'est essentiel, et du référal. Donc on a un programme affilié entre guillemets, un programme référal qui fait que pour l'agence par exemple, on a diversifié notre acquisition comme ça. Maintenant, comment est-ce que mes clients eux diversifient leur acquisition? Très souvent, il y a un volet pub. Donc soit ils sont bons en pub, soit ils sont pas bons en pub. T'as les 2 possibilités. Ceux qui sont pas bons, ils perdent de l'argent, ça les saoule, ils en font pas. Ceux qui sont bons en pub, eux par contre, ils ont un budget qui bombarde parce qu'ils savent qu'ils ont du ROI dessus. Donc ils mettent tous des milliers d'euros et ça décolle quoi.
Et après, il y en a qui ont un peu d'affiliation, par exemple. Il y en a qui ont d'autres strates qui vont être utilisées à droite à gauche, mais essentiellement, les 2-3 modèles qu'on voit le plus, c'est publicité Google, publicité Meta Facebook, acquisition, affiliation, mailing et branding. Voilà, ça va être l'équipe est sauvage. Si t'as tout ça, et que tout marche bien, t'es bien. Normalement, t'as pas de problème d'acquise. Là, t'as pas de problème de SEO. Le SEO, il se fait tout seul. Donc, voilà, c'est ce que je vous conseille, de rouler là-dessus. Mais sinon, en attendant, faites du SEO un peu tranquillement, mais faites pas que du SEO. Quelle est l'erreur SEO qu'on voit encore trop souvent aujourd'hui? Je l'ai rencontré encore cette semaine. C'est une personne qui n'arrive pas à indexer certaines URL. Et en fait, c'est à cause de la balise canonicale qui n'est pas bonne, qui était fixe et qui était sur le menu, enfin sur la home page. Et forcément, si vous souhaitez indexer des pages internes, c'est pas bon. Bon, là c'est un cas extrême, mais souvent ça arrive que la balise canonicale n'est pas la même que la page qu'on souhaite indexer, ou au contraire qu'une page possède plusieurs paramètres, peut-être pour la pagination, sur les commentaires, sur une date, sur n'importe quoi. Il faut faire attention que le paramètre ne se retrouve pas également dans la balise canonicale pour pas vous retrouver en duplicate content. Moi, à savoir, je suis un peu biaisé étant donné que je fais la prestation de service, mais globalement, moi, sur ce que j'irais, c'est en fait avoir une base de données de prospects ou de gens qui sont intéressés par des produits en affiliation et de les relancer dès qu'on peut. C'est-à-dire, par exemple, faire du look-alike sur des pubs, étant donné qu'on connaît des patterns, on peut les recibler publicitairement, que ce soit sur Facebook, sur Google. On a déjà une base de données existante et on peut toujours exploiter ça. Donc la base de données prospect, c'est ultra intéressant. On peut également faire de la newsletter, du call mail à partir de cette base de données. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les personnes qui sont dans la base de données sont venues pour un problématique X ou Y, et du coup on peut les relancer. Par exemple sur du marronnier, par exemple je prends Noël, leur dire voilà, pour Noël on vous propose tel produit, ou voici les produits achetés si vous êtes toujours intéressé par X ou Y. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait d'une année à une autre, le process il est le même, c'est qu'on le réactive d'une année à une autre. Déjà, il y a appliqué justement, il y a appliqué la surcouche, ce que j'appelle la surcouche SEO LLM, c'est-à-dire faire des process SEO Google, parce que c'est toujours bien, c'est toujours une bonne base de partir sur des mots-clés recherchés dans Google, de faire des pages vouées à ranker dans Google, mais aussi appliquer certaines choses pour augmenter justement les chances d'être cité dans ChatGPT et les autres IA. Donc, en termes, ce qui va différer, c'est vraiment avoir forcément 2025 dans son title. Pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment puissant. Figurer dans d'autres classements, d'autres sites internet, c'est pareil, c'est très puissant, qui ont eux-mêmes, si possible, 2025 et le mot-clé dans le title. Les données structurées, aujourd'hui, ça prend 2 secondes à générer avec ChatGPT. Vous lui envoyez le contenu de votre page, vous lui dites pose-moi des questions pour avoir toutes les infos, puis génère-moi des données structurées optimisées pour la compréhension et le référencement des LLM, dans les LLM et les moteurs de recherche. Il vous le fait très rapidement, vous implémentez ça prend 2 secondes. Donc voilà, c'est ce genre d'action SEO, surcouche SEO LLM pour à terme ne pas faire des actions de 100%, que pour le SEO Google. Et ensuite, c'est se diversifier. Si vous faites une page avec, même si vous partez d'une vidéo YouTube par exemple, vous pouvez ensuite aujourd'hui avec les IA en faire une page SEO avec les top infos que vous donnez. Autant être multicanal et vraiment poncer une thématique sur plusieurs algorithmes. Je trouve que c'est le SEO d'il y a quelques années en affiliation. Pas trop de concurrence sur les niches. Simple de ranker, l'algorithme il est simple. Je sais pas si ça va durer, mais à l'heure d'aujourd'hui, clairement je trouve que YouTube c'est la meilleure source de trafic en affiliation pour se diversifier. Ma stratégie de diversification la plus simple, rapide et rentable à mettre en place une fois que j'ai le trafic SEO est la configuration de lead magnets de type ebook gratuit pour collecter des emails et puis ensuite via des emails automatiques, des autorépondeurs, sur des listes bien segmentées, pusher mes offres transactionnelles ou faire ce que je veux. Une fois que tu as l'email, en fait, tu peux le transformer en abonné YouTube, en abonné réseaux sociaux, lui pousser justement tes offres, des discounts, des codes promo, vraiment, tu fais ce que tu veux. Donc en gros, supposons que j'ai un article de blog sur comment mettre en place l'IA dans mon entreprise. J'ai une visite qui tombe, d'ailleurs je lui pousse un ebook gratuit sur les 5 étapes clés pour mettre en place, pour automatiser tes processus internes avec de l'IA, par exemple.
quand j'ai quelqu'un qui a téléchargé ça, je sais qu'il est intéressé sur le sujet, et puis derrière, je peux lui pousser justement mon service de consulting en IA pour entreprise, par exemple. Et normalement, ça marche très bien parce que tu as quand même un utilisateur assez qualifié qui a déjà interagi avec ta marque, qui est intéressé par ce que tu proposes. Il a trouvé ta ressource gratuite assez intéressante normalement, si tu as bien fait le taf. Et souvent, ça débarque en prise au rendez-vous et en prise de démo. C'est un très joli taux de conversion. Alors, sans aucun doute, les campagnes de netlinking non maîtrisées. C'est quelque chose qu'on voit énormément en France, à l'étranger aussi, mais surtout en France. Et c'est non seulement inutile, mais c'est même contre-productif, puisqu'en réalité, vous payez, vous dépensez des budgets qui sont parfois énormes pour rien du tout, et ça peut même vous filtrer votre site dans le pire des cas. En réalité, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, nous, on voit le type d'article sponsorisé qu'on nous commande, et il arrive quotidiennement de recevoir des articles sur nos sites qui sont déjà publiés 20 fois sur notre site exactement sous la même forme, y compris sur d'autres sites internet qui ne sont même pas les nôtres, mais ça va être tout savoir sur les aligneurs dentaires, voilà. Aligneurs dentaires à Paris, tout savoir. Et en fait, ces types de sujets-là sont complètement inutiles, vont absolument rien apporter à votre client. C'est pas non plus compliqué de demander à ChatGPT de te lister une vingtaine de questions en lien avec les aligneurs dentaires et de les donner à rédiger à des éditeurs qui vont publier un article sponsorisé. Je comprends pas pourquoi les gens ne font pas ça. C'est une énorme erreur parce qu'en fait vous allez avoir un lien mais qui va vous servir à rien. L'article en question ne va pas faire un seul clic. C'est pour moi donc la plus grosse erreur aujourd'hui en SEO. Alors, en termes d'erreurs que l'on voit beaucoup trop, j'ai pris quelques notes. Très souvent, le SEO est mort. Les gens qui disaient ça, les gens qui disent ça en 2025, c'est ceux qui le disaient déjà il y a 5-10 ans. Si tu sais pas faire de pognon en 2015, tu sauras pas en faire en 2025. Donc, généralement, ne pas réussir à lancer un business, à entreprendre, ça ne dépend pas du levier. Tu peux prendre le levier le plus éclaté, ça fonctionnera toujours si tu es meilleur que les autres, si tu es plus curieux, plus malin ou autre. Et l'affiliation, c'est pareil. Il y a des affiliations qui sont éteintes, genre, AliExpress, Awin, Amazon Affiliate ou autre, et t'as des affiliations qui émergent et qui pètent tout, ou même qui peuvent te rapporter beaucoup plus d'argent en 2025, parce que le marché est plus mature sur certains sujets qu'en 2020 ou en 2015, d'accord ? Donc il faut ne pas forcément avoir des préjugés. Donc le SEO est mort, généralement c'est ce que les gens pensent. Le problème aussi, c'est bosser sur trop de projets. Si t'as associé dans un projet de CBD, à côté tu veux lancer de l'affiliation dating, à côté t'as le FOMO parce que tu veux faire de la vente de liens sur des liens casino. Oublie. 3 projets, généralement c'est très moyen. Vaut mieux un projet très bien que plusieurs projets très moyens, d'accord ? De toute façon, un projet bien pensé où tu mets du full time pendant plusieurs mois, ça paye. Généralement ça paye. Alors que un jour tu vas sur un projet de vente de liens, un autre jour tu vas sur un projet d'affi, un autre jour tu crées un groupe Telegram, etc. Là tu vas te perdre. Donc je te conseille, notamment sur la partie SEO, de bosser sur un seul projet. Ça peut être une niche, la niche de la santé. Et tu fais un money site, par exemple, ton site principal, et toutes les semaines tu lances un EMD. Voilà, un EMD par produit, un EMD par mot-clé de longue traîne, mais tu restes sur un projet. Le projet, c'est le projet de la santé. C'est tout exploser en affiliation santé, en SEO. C'est ça le projet. D'accord ? Et l'erreur principale également, c'est de penser que la technique est importante, alors qu'il faut plus avoir l'aspect vision, business, être flexible, que être très bon. C'est bien de faire de l'analyse sémantique, c'est bien de faire du maillage interne, mais ça, tout le monde sait le faire aujourd'hui, ou beaucoup savent le faire. Et comment sortir du lot ? C'est avoir des contacts que personne n'a, c'est avoir une bonne analyse business, c'est comprendre quels sont les mots-clés qui rapportent de l'argent, c'est comprendre, tomber sur un site et comprendre que ce site-là génère de l'argent, tomber sur un autre site et comprendre que ce site-là, ça vaut pas le coup de le copier. Voilà, c'est ça les vrais skills à combiner en plus de l'aspect technique, qui sont vraiment prioritaires si on souhaite vivre du SEO, si on souhaite être bon en SEO. Faire du SEO, techniquement, on peut le faire nous-mêmes, on peut l'apprendre, ou encore, on peut payer des gens qui sont très bons pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est ton business, il faut être derrière, il faut pas juste se contenter de faire du SEO. Si tu es freelance SEO, les gens te payent pour faire du SEO. Eux, ils ont déjà un business. Mais si tu veux créer ton business, le SEO, c'est secondaire. Alors pour moi, les erreurs qu'on voit encore trop en SEO, c'est de vouloir cibler de trop gros mots-clés, alors qu'on n'est pas présent sur des petits mots-clés, on est légitime, mais aussi de focaliser des mots-clés où il n'y a pas d'enjeu business, où il n'y a pas de ROI direct.
Je prends l'exemple par exemple des panneaux solaires. Ce qui est intéressant, c'est de venir se positionner sur des zones où le client peut prendre une décision. Par exemple, prix panneaux solaires en telle région, en telle ville, et de faire des comparatifs assez qualitatifs. Il y a un très bon exemple qui est Pripose, je crois, .fr, qui eux font uniquement de la recommandation de prix sur des villes, sur des produits, sur des services. Et en fait, eux, ils ont pensé d'abord intention de recherche, de se dire, ok, quel template je peux créer par exemple pour les personnes qui posent telle ou telle question. Et ben, ils ont créé une template, et après le contenu, c'est superficiel dans le sens, les gens ne veulent pas forcément ça comme information en priorité, mais ils veulent une information visuelle, et ben eux, ils l'ont pensé comme ça. À la place de faire des articles de blog, des pâtés de texte où l'information on la retrouve à la fin de l'article et encore c'est une info floue, ben là ils ont pensé d'abord intention de recherche, dans le sens où on donne l'information et après on détaille. Ce qui est super intéressant, c'est que même dans un tunnel de conversion, de donner l'info directement, bah au moins les personnes qui viennent juste pour l'info mais pas en savoir plus, ils partent et c'est pas des prospects qualifiés. Par contre, la personne qui lit tout l'article ou tout le contenu ou une grosse partie de l'article, bah eux c'est des prospects qualifiés parce qu'ils sont, ils approuvent entre guillemets ce que vous rédigez, votre marque, et indirectement vous aurez beaucoup plus de chances de vendre. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important, c'est penser, couvrir des mots-clés, mais aller chercher des mots-clés où il y a de l'enjeu. Je prends l'exemple de prix panneau solaire, par exemple, au lieu de donner uniquement un prix, proposez aux gens de faire de la simulation. Si vous avez un client sur les panneaux solaires, vous vendez du lead, même si ces infos vous n'en avez pas besoin, en fait vous pouvez revendre beaucoup plus cher votre lead parce qu'il sera beaucoup plus qualifié. Par exemple aussi, ça peut être toujours sur les panneaux solaires, de traiter par exemple les questions autour, suis-je éligible ou pas, de traiter des questions par exemple devis panneaux solaires. En fait, aller chercher des mots-clés où vous allez couvrir beaucoup plus de mots-clés, mais surtout vous allez couvrir des mots-clés où il y a des enjeux business au-delà de l'aspect pur, créer de la visibilité, créer de la notoriété. Là, vous créez visibilité, plus notoriété, plus business. Donc super intéressant. L'erreur qu'on voit beaucoup trop en SEO aujourd'hui, on voit plus beaucoup d'erreurs en SEO. En gros, ce qui se passe, c'est que soit les gens ils lancent des sites et ça va en fait, leurs sites ils sont viables. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Tu lances un WordPress, tu fais ton contenu avec ChatGPT et t'achètes quelques backlinks, t'as pas fait d'erreur en SEO. Mais t'as pas fait de choses particulièrement bien non plus en fait. T'as pas fait d'erreur. Et les gens ils font plus beaucoup d'erreurs. Ils font essentiellement ils font le taf quoi en fait. Du coup ce qui se passe c'est que les gens font le taf, donc tu as un bon WordPress, techniquement c'est viable, niveau contenu c'est viable, niveau netlinking c'est viable, mais tu ranques pas parce qu'en fait il faut de la pub en plus, il faut des petits signaux différenciants, etc., choses qui sont très difficiles à mettre en place. Donc généralement les gens ils commettent plus vraiment d'erreurs, mais ils ont pas non plus un truc qui est extrêmement différenciant qui font que ça va fonctionner. Donc voilà, honnêtement je vois pas des grosses erreurs. Souvent il manque de liens. Le netlinking, ça manque. Ils n'ont pas découvert encore cette partie-là et ils sont pas mis au niveau. Ça, c'est un truc qui arrive souvent. Voilà, sinon, honnêtement, à part ça, la plupart des gens qui font du SEO, ou du moins les sites que je vois, soit ils n'ont pas commencé, soit ils le font plutôt bien. C'est rare de faire mal son SEO alors qu'il est. Le seul cas, c'est quand techniquement, tu as un site qui est aux fraises parce que tu as refait développer la roue et du coup, tu es sur un truc qui est un peu complet, un peu complexe, un peu difficile. Et là, c'est différent, en effet. Mais si t'es pas sur ce cas-là, normalement, ça roule tout seul. Pour moi, l'erreur classique, c'est vraiment se dire, concentrer uniquement sur le gain de temps, la rapidité de production et oublier un peu la qualité. Et ça paraît un peu logique, évident de dire ça. Mais en fait, j'ai l'impression que ça arrive beaucoup des gens qui font des contenus avec de l'IA, mais des contenus un peu imbuvables que personne va lire avec d'énormes paragraphes, sans liste à puces, sans tableau résumé, sans fonctionnalité sur la page, rien, juste du texte. Ça, c'est en fait littéralement une réponse ChatGPT sera plus pertinente pour l'internaute. Donc à terme, ça a pas du tout sa place, quoi. Je crois vraiment au tri sélectif, au darwinisme, et je pense que à terme ça va vraiment pas durer. Et d'ailleurs, je pense que ces sites-là se font actuellement sanctionner par les mises à jour de Google et l'algorithme. L'erreur la plus classique qu'on voit aujourd'hui et que je vois tous les jours auprès de prospects qui viennent me voir, c'est la production de contenu de mauvaise qualité, souvent avec de l'IA, donc du ChatGPT, copié-collé sur un template de blog assez basique, sans aucune valeur ajoutée. Ça m'arrive vraiment énormément d'arriver en rendez-vous et qu'on me dise « Salut Lucio, j'ai publié 50 articles de blog, 40 landing pages et mon site est invisible. Comment ça se fait ?» Et puis c'est là où tu vas voir que en effet le contenu est vraiment du copier-coller de ChatGPT, sans aucune repasse humaine, sans rien qui engage l'utilisateur en fait. C'est juste quelque chose de imbuvable et forcément que Google va pas le mettre en avant. C'est logique, voire même il va pénaliser les autres contenus qui étaient plutôt de bonne qualité parce que 80% de ton site est de mauvaise qualité. Aujourd'hui, Google se pose pas trop la question finalement avec les dernières mises à jour de la Helpful Content Update.
Donc du coup, bah ouais, aujourd'hui, il faut un contenu de qualité, engageant, avec des belles images, du multimédia. Il faut apporter quelque chose de plus, en fait, que l'IA. Il faut vraiment apporter ton expertise sur les contenus. Sinon, tout simplement, pourquoi quelqu'un irait voir ton site plutôt que lui poser la question à ChatGPT? Tu mises sur quoi pour les 12 prochains mois? Un gros pari SEO à partager? Honnêtement, il y a plein de trucs sur lesquels je fais partie des rares personnes, j'ai l'impression, qui font beaucoup de prédictions et qui s'amusent quand même à beaucoup de donner mon avis, alors que j'en change tout le temps parce que je suis à côté de la plaque très souvent. Mais je pense que de la présence, moi, c'est sur quoi je suis en train de miser, c'est que la présence média, presse, etc., va être un peu plus importante. Notamment, ce que fait avec ChatGPT et tout, il y a moyen de, en fait, si tu vas chez les affiliés, tu vois, la relation avec les affiliés va pas mal changer aussi. Parce qu'en fait, avant, vous avez les affiliés pour le trafic. Là, on va avoir les affiliés pour la recommandation pure et dure. Et du coup, je pense que le SEO va, je vais pas dire se noyer dans le canal marketing, mais va avoir des interactions beaucoup plus fortes avec le reste des canaux marketing pour influencer la partie IA, LLM, etc. Et donc, typiquement, les SEO vont se rapprocher des affiliés, de leurs affiliés. Donc, quand tu as un e-commerce, en fait, tu vas ouvrir ton affiliation, tu vas stimuler tes affiliés pour qu'ils fassent des classements, des trucs comme ça, qui donnent leur avis. Et ensuite, tu vas les stimuler pour qu'ils donnent leur avis de manière positive, qu'ils soient pris en compte sur GPT, etc., pour être recommandés ensuite, potentiellement sans qu'ils touchent d'ailleurs leur affiliation, même en passant. Et pareil sur les autres trucs, avec Press Relationship, le département communication relations presse, potentiellement on va s'en rapprocher aussi pour pouvoir discuter de c'est quoi les trucs que vous poussez dans la presse, comment est-ce que vous les poussez, qui est-ce que vous avez comme contact, comment est-ce qu'on fait passer notre agenda marketing avec le netlinking. C'est des questions qui se posent en fait de plus en plus et qui étaient pas vraiment présentes avant. Avant, on était très indépendants, on était un peu cachés dans notre coin entre l'équipe technique et l'équipe market. Et là, on va être beaucoup plus intégré, à mon avis, à l'équipe technique et l'équipe market, histoire d'avoir une présence qui est beaucoup plus présente, quoi. Enfin, on n'a pas le choix, on peut plus être indépendant. On n'a plus le luxe d'être indépendant. On se doit de rentrer dans le moule maintenant. Et du coup, je dirais que c'est ça, honnêtement. Et d'ailleurs, même si tu veux une prédiction un peu plus forte, je pense que l'édition de site aura perdu des parts de marché d'ici 2 ans ou d'ici 3 ans. Et je pense que la vente de liens aura divisé, potentiellement, aura perdu 20-30% de marché d'ici 4 ans. C'est pas mal comme prédiction. Ça, c'est pas mal, ça donne des chiffres et tout, ça annonce des trucs, hein. Ça, on verra me le reprocher dans 4 ans. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le business tourne autour du SEO, de la vente de liens, des plateformes de vente de liens. Je pense que prochainement, on trouvera des plateformes de vente de placement de produits, mais en vidéo, ou d'influence avec une présentation en vidéo de produits. En gros, aujourd'hui, il y a des plateformes de vente de liens où on vend des articles, et je pense que plus tard, sur lequel les éditeurs créent des sites pour positionner sur Backlink, et je pense que dans les 12 prochains mois, et vu l'apport, je le vois, que fait la vidéo, et que de plus en plus de gens utilisent la vidéo, je pense qu'il y aura des plateformes qui, comme les plateformes de liens, mais qui proposeront de la mise en avant de vidéos, et je pense, on imagine un catalogue d'influenceurs qui proposent leurs tarifs pour parler d'eux sur TikTok, etc. Et je pense que le savoir-faire des SEO à créer des sites va vite partir sur YouTube, puisqu'on a un savoir-faire pour créer des sites qui est beaucoup plus complexe finalement, puisque il faut être quand même technique pour créer un site, il faut avoir des notions d'HTML, CSS. Bon, il y a WordPress, mais il faut quand même, pour quelqu'un qui a jamais fait de WordPress, c'est peut-être pas aussi simple pour débuter. Il y a le coût du nom de domaine. Quand on va en avoir des milliers, ça coûte très vite. Chaque année, le coût des noms de domaine augmente. Puis, il y a le coût également des serveurs, qui est cher. Puis, voilà. Et en fait, quand on regarde pour créer de la vidéo sur YouTube, finalement, il y a juste la création de la vidéo. L'hébergement, en tout cas pour le moment, est gratuit. Il n'y a pas de nom de domaine à payer. Il n'y a pas d'hébergement à payer. Et finalement, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde que de créer un site internet, créer une vidéo. Donc, je pense que on va avoir, aujourd'hui on a des réseaux de sites, je pense que plus tard on aura des réseaux de sites de chaînes YouTube ou de comptes TikTok pour développer la visibilité de nos clients. Alors, en termes de paris pour les 12 prochains mois, très simplement, je prendrai pas de risque en disant ça, mais que le SEO, c'est bien, mais il faut de plus en plus penser visibilité. Alors, j'aime pas dire faut penser marque, mais c'est vrai, dans certains cas, faut penser marque. En fait, la marque, de plus en plus, même si une marque elle est 3e sur son mot-clé, les gens vont plus facilement cliquer sur une marque connue
que le premier si la marque n'est pas connue. Donc, faut penser marque. Et si on n'a pas de marque, au moins penser visibilité. En fait, on s'en fout d'avoir un site qui rank bien. C'est bien d'avoir un site qui rank bien, mais moi, peut-être que toi, ton site, ça fait 1 an que tu bosses dessus, tes 3-4 meilleurs mots-clés, je peux te dépasser sur Google. Donc, on va pas juste voir la partie SEO, parce que je peux te dépasser en publiant sur des sites qui ne m'appartiennent pas. Je peux mettre mes liens, je peux mettre mes boutons, mes CTA, en publiant sur des sites pour quelques dizaines, quelques centaines d'euros, et je vais passer devant toi. Alors que toi, ça fait 1 an que tu es en train de bosser ton SEO. Donc, il faut penser visibilité, il faut penser comment gratter un maximum de visibilité qualitative et pas forcément penser, ok, j'ai mon site, faut que je le fasse ranker. On veut faire de la visibilité sur des mots-clés donnés, sur une niche, et après, à partir de ça, on détermine la stratégie. Ça peut être un site, ça peut être plusieurs sites, ça peut être plusieurs EMD, ça peut être que des noms de domaine expirés, ça peut être que du parasitage, ça peut être s'associer avec une personne qui a un site et lui dire, ok, t'as ton site, moi j'ai tel business, dès qu'on fait une vente, je te donne 50% des gains et tu me laisses publier sur ton site. En fait, il y a toujours des raccourcis. Mais commencer un projet de zéro, quand tu débutes, quand t'as pas d'expérience, quand tu vas faire les mêmes erreurs que tout le monde, tu vas choisir des mots-clés éclatés, pas rentables, mal définis, qui sont pas assez transactionnels, etc. Non, ne pense pas SEO. Pense visibilité, trouve une opportunité et essaye de ranker, essaye de générer du clic, quoi que ce soit. Exemple, t'as des gens qui gagnent plus d'argent en affiliation sur certaines niches avec Bing qu'avec Google. Voilà, parce que eux, ils tryhard sur Google alors qu'ils sont déjà premiers sur Bing. Et Bing, être premier, ça rapporte des ventes sur certaines niches, sur certains pays ou sur certaines thématiques, tout simplement. Donc, pensez visibilité avant tout et pas juste SEO. YouTube, c'est du SEO. Voilà, donc des fois, moi, quand je peux pas ranker, en tout cas pas ranker assez vite sur Google, ben, je vais faire une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ça va être le nom de mon mot-clé. Je vais faire 4-5 vidéos auto-générées, Eleven Labs, etc. Et je vais mettre mes mots-clés à chaque fois aussi dans les titres des vidéos. Et là, naturellement, je pourrais être la chaîne référente sur le mot-clé donné. Et vu que je suis le seul, et vu que j'ai un EMD, vu que le nom de ma chaîne, c'est un EMD, c'est mon mot-clé, et ben, je vais pouvoir très facilement me positionner. Alors que même avec un super site, je ne serais même pas peut-être en première page de Google sur un mot-clé donné. Donc, pensez visibilité avant tout. Alors, sur les 12 prochains mois, c'est pas un gros pari parce que je pense que je ne prends pas beaucoup de risques à évoquer ce fait, mais forcément AI Overview va prendre de plus en plus de place. Les IA en général vont prendre de plus en plus de place et forcément les positions 2, 3, 4, 5 de Google ne serviront plus à rien. La première position pourra encore vous ramener du trafic. Encore que sur certaines requêtes, l'IA aura 95% du trafic. Donc à mon sens, je miserais plutôt sur l'IA. Voilà. Alors c'est pas forcément très éloigné du SEO, puisque forcément les sites cités par l'IA sont généralement des sites sur lesquels une stratégie SEO a été mise en place également. L'IA ne va pas sortir ses résultats, ne va pas citer votre site par hasard. Maintenant, un gros pari SEO à partager, c'est un pari plutôt pessimiste. C'est l'étranglement du secteur et forcément de moins en moins d'efficacité des stratégies SEO, donc forcément de moins en moins besoin des SEO. Et donc les SEO vont devoir se réinventer et soit passer sur l'optimisation IA, soit passer sur les réseaux sociaux, soit passer sur autre chose. En tout cas, ma vision est plutôt pessimiste pour l'avenir du SEO. Sur les 12 prochains mois, côté Google, je mise sur plus de features basées sur de l'IA, l'apparition de plus en plus de contenu de réseaux sociaux et UGC, et aussi de plus en plus de personnalisation, ce que j'espère qui va leur permettre aux petits acteurs de tirer leur épingle du jeu. Puis aussi, forcément, il y a déjà la tendance, et je pense que ça va se confirmer de plus en plus, à pousser des sites avec un bon branding et avec de l'EAT. Ça va devenir la nouvelle barrière à l'entrée. Avoir une brand assez forte quand même. Et puis, de toute façon, je pense que les plus gros changements sont déjà arrivés et que les 12 prochains mois vont juste être une continuité de ce qu'on a déjà eu sur les 12 mois précédents. Je pense pas qu'il y aura des gros changements abrupts, en tout cas qu'on n'a pas prévu ou qui soient nouveaux et qui n'étaient pas déjà dans notre scope. Moi clairement je mise sur ChatGPT. Je pense que en trouvant le bon process, il y a vraiment moyen de bien se référencer dans ChatGPT sur des requêtes. Faut pas s'attendre actuellement à ce que ChatGPT ça remplace votre source de trafic Google si vous faites déjà pas mal de trafic avec Google.
Mais à terme, je pense que ça peut être très très cool, notamment dans 12 mois, dans 1 an. Je pense que ça aura déjà bien évolué. Je sais que il y a des gens qui se mettent à utiliser ChatGPT, qui ont par exemple, je sais pas, à partir de 45 ans, qui de base c'est pas trop leur truc, et en fait c'est leurs enfants qui leur montrent, etc. Ils finissent par utiliser ça. Je pense qu'on tend vers ça. Et quand ces personnes-là auront capté le potentiel de réponse contextualisée, rapide, efficace de ChatGPT, je pense qu'ils feront plus de grandes recherches informationnelles en tout cas sur Google. Donc clairement, je parie là-dessus. Il faut faire du dramatique, je dirais qu'on peut miser sur un grand effondrement, en tout cas de certains sites. Les sites qui sont anonymes, ça va probablement disparaître. On le voit avec les sites d'information pure. Là où AI Overview est disponible, il s'efface, parce que c'est une information qui peut apparaître facilement autrement. Mais un avènement, au contraire, donc il y a un modèle qui disparaît, mais un modèle qui apparaît, des marques auteurs où en fait il y a une vraie autorité sur la rédaction, le ton de la marque qui va parler, et c'est vraiment justement penser à l'expérience qu'on propose à ses lecteurs, à son audience, avec un contenu authentique, qui soit personnel, parce que le contenu généraliste ou générique, c'est clairement obsolète. Je pense que l'idée, c'est d'aller travailler son personal branding. C'est plus juste une option, mais c'est clairement une nécessité. Et personal branding, ça ne veut pas forcément dire en tant que personne, mais plutôt en tant qu'entité. Ça peut être la personne, ça peut être la marque, mais vraiment aller créer une existence qui fait que vous existez, mais vous êtes aussi recherché pour un sujet en particulier, parce que vous avez une opinion qui est propre, qui est différenciée, et qui permet derrière de dire, OK, mais cet auteur-là, il est légitime, pertinent. Et donc, ça, c'est vraiment des questions pragmatiques, et que les humains puissent dire, ah oui, mais j'aime bien son ton, sa personnalité, ça colle bien à la façon que j'ai de voir le monde. En tout cas, je trouve qu'il est intéressant. Et donc, ça peut être ultra différenciant et difficilement copiable par une IA. On sait qu'on peut s'inspirer d'un style et tout ça. Mais en fait, c'est ces éléments-là qui font que l'humain va s'accrocher à l'humain. Et je pense que ça, c'est un pari qui est que j'ai envie de prendre, en tout cas. Et c'est surtout un pari que j'ai pris en créant ma chaîne SEO Augmenté en début d'année là. L'idée, c'est vraiment augmenter la crédibilité et la notoriété, la mienne et celle de mes outils, notamment de Serpentix, parce que juste c'est une super solution pour développer son SEO. Et pour ça, il faut que les gens aient confiance. Et quoi de mieux que justement une vidéo sur le SEO par semaine pour essayer de voir comment ça peut aider les gens. Et moi, c'est mon pari du moment de tester justement cette approche sur YouTube notamment pour aller enrichir ma stratégie au-delà du SEO pur. Et je dirais que si le futur du SEO, c'est la réputation de l'humain qui a derrière le clavier qui va compter. Et plutôt, au-delà de cette personnalité humaine, c'est la marque qu'on arrive à créer, la réputation de la marque. Et c'est probablement dans cette direction-là que je pense que ça va aller. Mais je reste mobile et l'idée, c'est qu'on est dans un monde en changement. Et je pense qu'un pari maintenant ne veut pas dire que c'est mon pari pour toujours, mais plutôt d'être attentif et de ajuster au fur et à mesure. Et c'est ça l'avantage d'être vivant, c'est qu'on peut ajuster son pari avec les nouvelles informations qu'on peut avoir au fur et à mesure. Pour moi, le vrai sujet, c'est pas juste le canal, c'est vraiment l'anticipation, la cohérence, la segmentation. En fait, on est sur une période où tout va trop vite, on est pressé, sursollicité, et on n'a plus le temps de chercher, et en fait, l'utilisateur, il sait même pas ce qu'il a besoin, en fait. Et je pense que c'est vraiment là que tout se joue, c'est dans l'anticipation, parce qu'on peut anticiper leurs besoins avant qu'ils le formulent. Si l'utilisateur sait pas ce qu'il veut, en fait, Google le sait, lui, en fait, il sait ce que l'utilisateur a besoin. Et notre rôle à nous, je pense que c'est de préparer le terrain pour mâcher le travail en fait à Google ou aux algorithmes pour qu'ils nous mettent en avant naturellement en fait et au bon moment. Donc vraiment pour moi faut miser sur les landing pages ultra ciblées, des publicités bien segmentées, des carousels vidéo sur les réseaux sociaux. En fait tout soit bien piloté en fait de la data propre en fait avec des dashboards clairs et des bons KPI. Parce que sans données faibles on peut pas tout est bancal si on n'a pas de la bonne data en fait, hein. Et il faut arriver à avoir les canaux comme des silos, que toutes les briques matchent entre elles, que ce soit SEO, ads, notoriété, etc. En fait,
tout ce travail en amont. Des min-maps avec des flux par audience, des automatisations, des messages prêts à déclencher au bon moment et sur bon canal. Voilà, avec un objectif clair, vendre, que ce soit simple, clair, rapide, comprendre à commander en fait. C'est vraiment, il faut que ce soit quelque chose de mesurable et immédiat pour la personne. Donc en gros, pour les 12 prochains mois, c'est vraiment SEO piloté par la data, contenu très ciblé, ads intelligentes, stratégie de parcours utilisateur qui guide la personne vraiment du premier contact jusqu'à la fidélisation. Et vraiment, ça marchera peu importe le secteur.